Christophe Onfred, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, quand on vous a invité, on n'avait pas encore appris cette mauvaise nouvelle. On voulait vous recevoir pour parler des filets anti-déchets que vous avez installés. Mais malheureusement, entre-temps, cette mauvaise nouvelle est tombée. Un dugong a été retrouvé mort dans le lagon. Que s'est-il passé ? Alors, on n'a pas encore les causes de la mort, mais donc, effectivement, en fin de semaine dernière, un pêcheur qui a signalé à un opérateur nautique qui a signalé au réseau d'échouage des mammifères marins de Mayotte, qui est géré par le parc marin, donc il a signé un dugong qui flottait à la surface, donc mort. Donc il y a une équipe qui s'est rendue sur place avec un bateau du centre universitaire qui était sur la zone, qui a été alerté par le REMAT. Donc avec des gens, ça tombait bien, donc qui sont formés pour toucher les mammifères marins, puisqu'on n'a pas le droit de les toucher. Pourquoi ? Parce qu'on peut les blesser quand on n'est pas sûr qu'ils soient morts, quand Bien on arrive sûr. sur un animal. Donc en fait, il y a des formations, le parc Bien marin sûr. organise des formations pour qu'il y ait un certain nombre de gens partout sur l'île qui soient en capacité de s'occuper des animaux blessés, donc que ce soit les tortues ou les dugongs. Donc là, on a une équipe qui s'est rendue sur place. Bon, l'animal était mort malheureusement. Donc il a été tiré sur la plage de l'îlot de Bambou Est. Et donc il a été disséqué. Donc on n'a pas trouvé de traces externes. Alors on a pris énormément de photos, il faut que les photos soient analysées, mais en tout cas il n'y a pas eu de traces externes de choc, parce que c'est une cause quand même Bien sûr. assez fréquente de mortalité chez les dugongs, qui sont des animaux assez lents et assez discrets. J'en profite pour demander aux plaisanciers d'aller doucement sur le lagon, parce qu'il peut y avoir des animaux sur la route. Donc là, en l'occurrence, il ne s'agit apparemment pas de ça. On attend le rapport définitif. Donc il y a eu des prélèvements de viscères, de tous les organes, etc., qui vont être analysés. Tout ça sous l'autorité d'un vétérinaire qualifié et du Centre national d'échouage, qui a aussi des qualifications. Donc on a fait tous les prélèvements qui vont être analysés, et quand on aura le rapport d'autopsie, on vous donnera les infos. Alors, on peut estimer le nombre de dugongs dans le lagon à peu près combien ? On a un chiffre ou on n'en sait rien du tout ? Non, on n'a pas de chiffre vraiment scientifique. On a des chiffres qui circulent, mais quand on cherche à leur origine, c'est vraiment très très compliqué. Le chiffre qui fait plus ou moins consensus, mais c'est à dire d'experts, c'est peut-être une dizaine d'individus. Pourquoi on n'en sait rien ? Parce qu'il y en a tellement peu que c'est très difficile à compter en Bien fait, sûr. parce que vous envoyez un là, et si une semaine après vous envoyez un autre, Est-ce le même ou est-ce pas ? le même, est-ce un autre ? Et si vous montez une équipe scientifique avec des jumelles, observer, etc., quand ils viennent, ils n'en voient pas, parce Bien que sûr. l'animal est très discret, et il en va de sa survie. Donc c'est très très compliqué. Par contre, il y a des programmes de recherche maintenant, il y a des nouvelles techniques, c'est l'ADN environnemental. On est capable, on prélève de l'eau, tout simplement. Et dans cette eau, il y a des résidus de peau de tout un tas d'animaux. Et donc on est capable, avec les progrès qu'on a fait en génétique, de lire l'ADN qu'il y a dans cette eau. Et si on a une base de comparaison, on sait que l'ADN d'un dugong, c'est telle séquence. Et donc on compare et on sait si un dugong est passé par là, dans cette eau-là, en tout cas si cette eau a touché la peau d'un dugong. Et Mayotte bénéficie de cette technologie ? Ça doit venir, ça va arriver justement, ça doit être lancé par le centre universitaire cette année pour essayer, mais ça ne permettra pas de quantifier. Ça pourra vous dire présence, absence. Mais ça ne vous permet pas de compter, parce que ça ne vous permet pas de dire c'est tel individu ou tel autre. Alors, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a annoncé un plan national d'action du dugong. Ce sont les naturalistes qui vont le mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi ce plan national d'action ? C'est déjà le constat que 10 individus, ça ne vous permet pas de survivre quand vous êtes une population, puisque la génétique va pas être suffisante. Donc déjà, il faut des échanges avec d'autres dugongs dans le canal du Mozambique. Et il y en aurait au Mozambique, justement ? Oui, il y a certainement des dugongs à Madagascar, il y a certainement encore des dugongs aux Comores, il y a certainement encore des dugongs ailleurs. C'est encore moins bien connu qu'à Mayotte. C'est tout aussi compliqué de le savoir qu'à Mayotte.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour une espèce comme le dugong, il faut qu'on travaille à l'échelle régionale. On doit forcément discuter avec nos partenaires, parce que, si vous voulez, ce ne sont pas les dugongs de Mayotte, ce sont les dugongs du canal du Mozambique. C'est sédentaire, un dugong, ou ça peut bouger justement entre les îles et ça peut faire des grands voyages? C'est sédentaire et en même temps, ça peut bouger, pour ce qu'on en sait. D'accord. Ça bouge assez peu. Mais il y a des échanges génétiques, justement, c'est ce qui permet à la population de survivre. Il y a des échanges pour que ce ne soit pas seulement des accouplements entre frères et sœurs. Oui, puisque au bout d'un moment, ça détruit le patrimoine génétique. Alors, quand on vous invitait, on voulait parler avec vous des filets anti-déchets sur lesquels vous avez investi et que vous avez commencé à installer dans plusieurs points bien spécifiques de Mayotte. C'est quoi ce projet, Christophe Onfred? Écoutez, c'est le constat qu'il arrive beaucoup de choses dans l'eau et du lagon. D'accord. Le parc marin a un plan de gestion et dans son plan de gestion, on lui demande d'améliorer la qualité de l'eau. Donc pour améliorer la qualité de l'eau du lagon, il faut qu'on travaille à terre. On parlait du dugong. Le dugong se nourrit sur les herbiers marins. Comme les tortues? Comme les tortues, c'est la même alimentation. Donc ces herbiers marins, ils sont dans des fonds peu profonds, donc ils sont près des côtes. Et si vous les recouvrez de boue, si vous les recouvrez de déchets, et ben le dugong, il n'a plus rien à manger. Donc protéger le dugong, c'est protéger les herbiers. Protéger les herbiers, c'est éviter que sur les herbiers arrivent des tonnes de déchets ou des tonnes de boue. Donc vous voyez, tout est lié en fait. Donc on en arrive au filet. Et donc vous en avez acheté combien? Alors, on a pour l'instant installé 2 filets en début d'année. C'est des dispositifs qui ont déjà été installés ailleurs, mais qui sont quand même relativement innovants. Donc on en est au stade expérimental. C'est-à-dire comment on les installe, où on les installe, comment on les vide, qu'est-ce qu'on va attraper dedans. Et puis c'est surtout quelque chose de très partenarial. C'est-à-dire c'est fait avec les mairies, c'est fait avec les associations. C'est à la fois, si vous voulez, quelque chose pour ramasser les déchets, aussi pour savoir ce qu'on ramasse, parce qu'on ne s'en rend pas forcément bien compte, et aussi pour avoir une discussion comme celle qu'on a aujourd'hui, à la fois avec le grand public, pour dire, en fait, l'objectif, c'est pas de ramasser des déchets dans les filets, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de déchets dans les filets. C'est qu'un jour, on mette des déchets, et on revient au bout de 15 jours, et dans mon déchet, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est propre. Mais vous en avez installé un à Kungu et un à Pamandzi, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pourquoi dans les lieux précis? Donc c'est à des sorties de rivières, et comme par hasard, ces rivières, elles bordent des quartiers très fortement peuplés, pas forcément toujours bien urbanisés. Pourquoi dans ces zones-là? Alors il y a des raisons très techniques. Il y a des raisons très techniques qu'il faut qu'on ait un accès pour le camion pour collecter le filet. Il faut que le filet, on puisse l'accrocher, donc il faut qu'il y ait une structure en béton autour. Ensuite, il faut qu'on ait des partenaires. Et donc, on a fait en fait une visite avec les techniciens qui viennent de métropole, qui installent ces filets-là. Et honnêtement, c'est une question pour les 2 premiers, puisqu'il y en a pour l'instant que 2. Vraiment, c'est des aspects pratico-pratiques qui nous ont fait choisir. Et puis aussi des discussions qu'on a eues avec les partenaires de la zone. Ce projet s'inscrit dans quel cadre? Alors en fait, ce projet, il va prendre une accélération grâce au programme Plan de relance, puisqu'on a eu des financements Plan de relance à peu près 1 million d'euros pour passer de 2 à 17. C'est-à-dire que sur cette saison des pluies, on est en train de tester sur 2 zones, alors qui sont différentes. Puisqu'à Magicamo, vous avez une zone, c'est sur un exutoire de bassin versant, donc une rivière qui coule plus ou moins, alors que sur Petite Terre, c'est un caniveau, une zone urbanisée, un réseau d'assainissement, si vous voulez. Donc il y a les 2 cas. Et donc on va élargir tout ça grâce au programme France Relance, donc à peu près 1 million d'euros sur 15 nouveaux sites pour la prochaine saison des pluies, 2021-2022. Donc là, on est en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'on a dans les filets? Est-ce que ce qu'on avait prévu de faire, ça marche pas? Parce qu'on a quand même eu 2-3 surprises. Et puis ça permet d'être là aussi, de lancer un appel à toutes les mairies, à toutes les associations dans tout Mayotte, puisqu'on on a l'ambition de travailler avec tout le monde et d'essayer à la fois d'analyser, parce que nous, ce qu'on veut, c'est analyser aussi le contenu des déchets, pour savoir ce qu'on a dedans, pour savoir d'où ça vient.
pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on travaille pour que demain, il n'y en ait plus. Parce que je vous ai dit que notre souhait, c'était qu'il n'y en ait plus. Alors justement, les premiers filets dans les communications que vous avez faites, les premiers filets qui ont été posés et relevés, les déchets, ça se compte en tonnes en fait. Ça fait peur. C'est vrai ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Non, mais ça fait peur. Ça permet aux Mahorais de toucher du doigt la réalité. C'est ce qui passe. Les filets sont restés très peu de temps. On les a quelques jours avant d'être pleins. Et ça, c'est tous les jours pendant la saison des pluies à Mayotte. Partout. On a mis 2 filets, mais vous regardez le filet de Magicavo et vous imaginez. Et le filet de Magicavo était plein notamment de terre. Ça veut dire quoi, Christophe Onfred ? Ça veut dire qu'on a des estimations très récentes sur lesquelles on travaille beaucoup, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'érosion à Mayotte. Il y a eu des travaux avec le BRGM récemment. On estime qu'il y a 20 000 tonnes de terre qui partent tous les ans dans l'eau. 20 000 tonnes de terre. Ça fait 2 tours Eiffel. Tous les ans, mais 2 tours Eiffel de boue dans le lagon. Mais d'où viennent ces 2 tours Eiffel ? Enfin, en tout cas, ces 20 000 tonnes de boue, de terre et de boue, donc. C'est ce qu'on va essayer de voir en remontant justement au-dessus des filets dans ces bassins versants pour aller voir avec les populations, avec les communes, avec tous les acteurs du développement, voir d'où est-ce que ça vient exactement. Les hypothèses qu'on a pour l'instant, c'est l'érosion, donc l'érosion agricole liée à la déforestation. Hein. Déforestation, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le lagon, mais c'est aussi une catastrophe pour la ressource en eau. Hein. Quand vous coupez un arbre, l'eau, la pluie part directement dans le lagon, avec la terre, au lieu de rentrer dans la terre et de fournir ensuite de l'eau potable aux habitants de Mayotte. Hein. Donc c'est le lagon, mais c'est pas que le lagon, la forêt. C'est aussi l'eau qu'on boit ou qu'on n'a pas au robinet 2 fois par semaine en ce moment. Donc la déforestation, c'est vraiment une catastrophe pour Mayotte, pour le lagon, donc pour le parc marin aussi. Et après, il y a un autre élément qu'on est en train d'en prendre conscience, je dirais, on le savait, mais là on l'a vraiment touché du doigt, c'est l'impact des travaux qui sont pas maîtrisés. C'est-à-dire, vous faites un tas de terre et vous vous dites, je m'en occuperai plus tard, et il pleut, votre tas de terre, il est au fond du lagon. Et ça... c'est les travaux des particuliers ou les travaux des entreprises ou les deux ? C'est les travaux qui sont mal faits. Donc après, vous savez, dans toutes les professions, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui travaillent moins bien. Chez les particuliers comme chez les professionnels. Mais là, je voudrais lancer un appel en fait à tout le monde. C'est chacun d'entre nous. Hein. Quand on fait un petit tas de terre ou quand on fait un gros tas de terre, bon, les conséquences sont petites ou grosses, mais en fait, c'est pareil. Si on ne le met pas au bon endroit, si on ne le bloque pas, si on ne plante pas des plantes de préférence locale, si on ne fait pas une petite construction pour bloquer tout ça, et ben tout ça part dans le lagon. Et dans le lagon, ça envase les herbiers. Vous n'avez plus d'herbiers, les dugons n'ont plus rien à manger. Et on revient à notre dugon, tout est lié. Parmi les déchets qui ont été ramassés dans ces filets, on trouve quoi comme déchets ? C'est du déchet quotidien, ménager, ou on est plutôt sur de l'encombrant ou d'autres trucs ? Alors, ce qu'on a trouvé dans les filets, c'est pas du gros encombrant pour l'instant, ne serait-ce parce que un frigo ne rentrera pas dans le filet. Hein. C'est pas non plus des filets. Et le filet ne bloque pas non plus tout l'écoulement de l'eau. On laisse un passage, bien sûr. Oui, bien sûr. On ne va pas provoquer des catastrophes. Donc, je pense que les grosses pièces qu'on voit, on ne les comptera pas dans les filets. D'accord. Donc, ça va être des bouteilles en plastique, des canettes. On est en train de trier tout ça. On n'a pas encore le détail de ce qu'il y a dedans. Mais je vous dis, il y a de la terre aussi, il y a de la ferraille. Donc vraiment, il y a tout un tas de choses, quoi. Pour 2022, puisqu'on est en janvier, on peut parler et se projeter sur l'année. Quels sont les grands projets du parc marin pour 2022 ? Alors par rapport à cette qualité de l'eau dont on a parlé, donc en plus de ce projet sur les filets, on est en train de financer l'étude de courantologie du lagon pour savoir comment l'eau circule dans le lagon. Pour savoir justement la terre qui arrive par les rivières, où est-ce qu'elle va, etc. Aussi pour aider les entrepreneurs qui ont des choses à construire, parce que
il faut qu'on construise à Mayotte. Hein. Il nous faut des collèges, il nous faut des lycées. On va pas s'en passer. Par contre, il faut qu'on le fasse correctement. Donc il y a des endroits, si vous voulez, où on peut faire les choses et ça aura un impact assez faible. Il y a des endroits où, si on met de la terre, elle va partir dans tout le lagon, elle va partir sur des herbiers très importants, dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc ça, c'est un programme très important. Après, on a la mobilisation citoyenne. Hein. L'enjeu pour nous, c'est de changer nos comportements. Le mien, hein. Je ne parle pas des autres, hein, je parle de tout le monde. On a tous des comportements qui font qu'à la fin, on retrouve une bouteille en plastique dans le lagon. Est-ce qu'on était obligé d'ouvrir une bouteille en plastique s'il n'y avait pas d'autre manière? Enfin, il y a toute cette discussion-là, et donc on fait beaucoup d'interventions dans les écoles. C'est le programme Les Petits Founis du Lagon. Oui, on en parlait en préparant l'émission. Voilà, on le fait tous les ans, donc c'est une continuité, mais c'est une continuité extrêmement importante. On touche 2000 enfants par an, et je vous le disais dans la préparation de l'émission, on commence à rencontrer des gens qui ont 20 ans, ouais. Adultes, des jeunes, qui ont été sensibilisés à l'école et qui s'en souviennent, et qui nous retournent un discours qui ont compris, quoi. Qui ont compris que leur comportement, il a des conséquences sur la ressource en eau, sur l'état du lagon, c'est-à-dire sur les poissons qu'on mangera ou qu'on ne mangera pas s'il n'y en a plus, sur toutes ces choses-là. Alors donc justement, ça, dans les projets, vous me parliez du travail sur la ressource halieutique. Oui, alors on a recruté, on a renforcé vraiment considérablement l'équipe sur l'aspect pêche. L'année dernière, donc cette équipe elle a pris ses marques, et là je pense que là on est prêt, on va lancer une grande campagne de Staviro sur l'ensemble de Mayotte. Donc on met des caméras rotatives dans tout le lagon qui tournent pendant 10 minutes sur elles-mêmes, qui filment, et ensuite on peut analyser ces images au bureau. Ça vous évite de mettre des plongeurs, c'est très coûteux, et vous ne pouvez pas non plus en mettre beaucoup. Donc là on va avoir des centaines de points. On va regarder donc à la fois l'état des poissons qui nous disent si le corail est en bon état ou pas, et les poissons qu'on mange, et voir où est-ce qu'ils sont grands, petits. On va essayer vraiment d'apporter un outil d'aide à la gestion de la pêche pour savoir s'il y a des zones de reproduction qui aujourd'hui ne sont pas caractérisées à Mayotte, qui mériteraient d'être protégées pendant 2-3 mois, par exemple, le temps que les poissons se reproduisent. Bien sûr. Ensuite, ils ensemencent l'ensemble du lagon. Donc on a une grosse action prévue sur la pêche. D'amélioration de la connaissance. Tout à fait, au service du développement durable. Dans l'une des décisions du comité de gestion, il y a quelque temps, vous aviez décidé ou proposé, émis, dans l'attente d'une décision évidemment nationale, que les thoniers senneurs puissent aillent pêcher et prodiguer leurs méfaits à l'extérieur, en fait, finalement, du territoire du parc. Ouais. Évidemment, le comité de gestion peut le recommander, il faut que le ministère le décide. Est-ce que cette décision est arrivée ou pas encore ? Juste un petit mot sur le fond de cette demande du conseil de gestion. Dans l'océan Indien, les thons, ils voyagent dans tout l'océan Indien. Donc c'est à l'échelle de l'océan Indien, comme le dugong en fait, il faut le gérer. La commission thonière de l'océan Indien, donc qui réunit tous les pays de la zone, elle a dit en juin 2021, sur 4 espèces de thons qui sont pêchées, il y en a 3 qui sont surpêchés et 1 qui est en état de surexploitation. C'est un peu technique, mais ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont en orange-rouge, et 1 qui est en rouge vif. Et ça, c'est le thon albacore. Le thon albacore... C'est les boîtes. Oui, c'est les boîtes. Enfin, je ne sais pas si vous... Enfin, c'est meilleur en frais. Hein. Non, je suis d'accord, mais quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent des boîtes. Tout à fait. C'est les boîtes. Et la difficulté, c'est que ce thon albacore, aujourd'hui, il y en a tellement peu que la population est en risque, c'est-à-dire qu'il risque de disparaître. Et en plus, on continue à trop en pêcher. Donc ça, c'est ce qu'a dit, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques de la commission thonière de l'océan Indien. Et les pays de la zone ont dit, alors on va réduire notre pêche. Ils l'ont dit, c'est bien, mais c'est logique, mais il a fallu quelques années. Donc bravo, félicitons-les. Et l'Europe a dit, moi je vais réduire mes prises de 21% à partir de 2022 par rapport à 2014. C'est énorme. Donc il faut saluer l'effort. Et le conseil de gestion, il a dit, à ce moment-là, au vu de l'état de la ressource, au vu de l'effort fait par l'Europe et la France, qui est en Europe, le conseil de gestion, il a dit, plutôt que de réduire de 21% partout, on arrête complètement à Mayotte,
ce qui est une aire marine protégée. Donc c'est une mesure de gestion dans une aire marine protégée. Et puis les 21, peut-être qu'ailleurs on pourra réduire de seulement 20% ou de seulement 19%. Et parce qu'on protège l'aire marine protégée. On protège une aire marine protégée. En plus, ça nous permet de protéger nos dispositifs de concentration de poissons que le parc marin a installés en fin d'année dernière. Vous avez passé des images là-dessus. On était sur le bateau. Voilà, vous étiez sur le bateau, vous étiez les bienvenus. Donc tout ça est lié. Donc on installe des dispositifs de concentration de poissons pour aider les pêcheurs à sortir du lagon, pour qu'il y ait moins de pression sur le lagon. Et en même temps, on demande, à la fois pour protéger la ressource et pour aider les pêcheurs locaux, à ce que les seineurs ne viennent plus à Mayotte. Nous n'avons pas encore la réponse, mais nous ne désespérons pas. C'est ça, elle viendra, il faut espérer. Elle viendra. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Christophe Onfred. Merci beaucoup. Merci à vous. De toutes vos explications. Et puis à bientôt sur le plateau. Quand vous voulez. Au revoir. Tout de suite, c'est la suite de nos programmes.